La première fois que j'ai entendu parler de Claude François, j'étais jeune et j'étais simplement auditeur de radio et j'étais impressionné par les chansons et par le personnage que j'apercevais de façon très épisodique à la télé, parce qu'à l'époque, il faut quand même le préciser, on n'avait pas tous la télé. Et quand j'allais chez les voisins de temps en temps voir la télévision, il m'arrivait d'apercevoir Claude François, mais sinon, c'était la radio. Et ensuite, très tôt, puisque j'ai commencé à travailler, j'avais 18 ans, très tôt j'ai pu le rencontrer dans ma vie professionnelle pendant des années et des années. Ma première rencontre avec Claude François s'est passée de façon très simple. Il était, comme d'habitude, en retard, mais pas en retard de 5 ou 10 minutes, en retard de quelques heures, puisque moi j'avais rendez-vous avec lui pour une émission à Radio Monte-Carlo à l'époque. C'était à Monaco. C'est vrai qu'il faut rappeler que Claude François, on a dû peut-être déjà vous le dire, se servait et de Sud Radio et de Radio Monte-Carlo pour tester ses albums avant de sortir ses singles. Et nous étions convenus de faire une émission publique à 10h du matin, puis il faut reconnaître pour Claude, 10h du matin c'était un peu tôt, et en réalité on a bouleversé la grille, et on a fait l'émission vers 4 ou 5h de l'après-midi, à une heure plus raisonnable pour lui, où dans la rotonde, on appelait ça la rotonde du Studio 4 à Monaco, il est venu, et il a répondu à mes questions, et puis celles des auditeurs que j'avais invités à participer à l'émission. Je pense qu'on avait une vraie complicité, parce qu'il savait que je ne dépendais pas de lui, et il savait qu'il ne dépendait pas de moi. C'est vrai qu'il était, Claude, assez particulier avec ses proches. Il était dur, il était exigeant, il était professionnel à l'extrême, mais avec moi, il ne pouvait pas avoir ses prises puisque je ne travaillais pas directement pour lui ou avec lui. Et on se voyait que dans des circonstances plutôt agréables. On se voyait lorsqu'il venait à Monaco pour remercier un peu, c'était dans les traditions de l'époque, l'équipe, les programmateurs d'avoir programmé les disques. Donc il faisait toujours un dîner à Monaco qui était très prisé, on attendait le dîner Claude François. Et puis, indépendamment de la radio, je le croisais régulièrement chaque été, puisque dans tout le midi de la France, quand il se donnait un spectacle, c'est moi qui présentais le spectacle. Que ce soit sur un podium, dans une arène, c'était souvent dans les arènes, je présentais les spectacles de Claude François, et on se voyait avant le spectacle longuement, pendant peu, parce qu'il était dans une autre dimension, on va le dire, et puis après, quelle que soit la distance de l'endroit, on se retrouvait manger à Salon de Provence, chez Gu, où on buvait du rosé très frais, avec des pâtes, etc. Donc voilà, donc je ne l'ai rencontré et côtoyé que dans de bonnes circonstances. Ce dîner qui s'est passé chez le Pirate avec Claude François est exceptionnel. Parce que c'est vrai qu'il avait invité ses proches, ceux avec qui il avait débuté à Monte-Carlo, dans l'orchestre de Louis Frosio. Il avait invité les programmateurs de Radio Monte-Carlo, les animateurs qui étaient ses amis, c'est-à-dire moi. Il y avait José Sacré aussi, qu'on voit bien sur la photo. Il y avait un jeune éditeur qui s'appelait Michel Lafon. Et le Pirate avait cette particularité, c'est que quand on allait manger là-bas, on ne savait jamais ce que ça coûtait. Généralement une fortune. C'est-à-dire il arrivait le Pirate torse nu, bien entendu, avec son foulard dans les cheveux. Si vous vouliez une langouste, il plongeait dans la mer pour aller la chercher. Il y avait une casier qui était en bas du restaurant. Une langouste, schlag, il plongeait, il revenait avec la langouste, etc. Ça impressionnait beaucoup les gens, mais alors, l'impression, ça coûtait une fortune. J'ouvre une parenthèse. Un jour, il y a un jeune couple qui est venu en voyage de noces. Ils avaient garé leurs 2 chevaux un peu plus loin, donc peu fortunés. Et ils sont allés manger au Pirate. Ils pensaient que c'était une pizzeria du coin. Et quand ils ont reçu l'addition, parce que le Pirate cassait les assiettes, il disait « ça vous plaît pas ?» Paf, il cassait les assiettes, mais il les mettait sur la facture après. Et quand le couple a vu la facture, ils ont éclaté en sanglots. C'était tout le budget du voyage de noces qui passait dans ce dîner. Et le Pirate, qui était un homme qui avait du cœur, leur a dit « vous inquiétez pas, vous inquiétez pas ». Il a attendu. Il y a un autre couple qui est entré, qui lui avait l'air fortuné, qui avait laissé sa Rolls quelques mètres plus tôt. Il leur a dit ben, « vous les voyez tous les deux, ça sera pour eux. Partez sans me fait. » Donc, on dîne chez le Pirate, on dîne, on boit, évidemment, il nous fait son numéro, il casse les assiettes et les verres, et quand même, Claude, il perd jamais le nord, parce qu'à un moment précis, il demande l'addition. Il voit l'addition, il comprend. Il comprend qu'au-delà du dîner, on avait refait les tapisseries, les peintures, etc. Et donc, il se tourne vers Michel Lafon, éditeur de Podium à l'époque, il lui dit « Qui invite ? Flèche ou Podium ?» Donc, comme quoi, à la fin d'une soirée extrêmement enthousiaste, et il a demandé à ce qu'on coupe la note en 2. Il a dit que moitié pour Podium, moitié pour Flèche. Donc, l'artiste, l'ami, était néanmoins un homme d'affaires extrêmement attentif à tout ce qu'il pouvait dépenser. Je peux vous dévoiler aujourd'hui, 30 ans après, un secret. C'est-à-dire pendant 10-15 ans, je ne savais pas ce qui s'était passé à Marseille. Rappel des faits, 1970, Salle Vallier, qui est une salle omnisport à Marseille, qui maintenant est un peu désuète, il y a une piscine, etc. Bon,
Le concert, c'est moi qui présente. Paul Lederman est l'agent de Claude François. La carrière de Claude François, disons, est un petit peu dans le creux de la vague, parce qu'il y a d'autres chanteurs qui passent devant au hit, et c'est vrai que ça avait le don de l'énerver un petit peu. Je présente le spectacle, de mémoire, je me trompe peut-être, c'était Topalov en levée de torchon, qui chantait « J'ai bien mangé, j'ai bien bu », disque flèche, hein. Et il me semble que c'était Michel Sardou en américaine qui chantait « Petit », et Claude François en vedette. Et la tradition veut que quand on présente un spectacle, on ne présente que la première partie. Et ensuite, bien entendu, moi, à l'issue de cette première partie, je me change, je vais, puis j'assiste au spectacle. Et la vedette du spectacle, en l'occurrence Claude, arrive seule en scène. Sauf que, ce jour-là, à la fin de Michel Sardou, à la fin de la présentation de la vedette américaine, c'est celle qui précède la grande vedette, hein. Elle n'est pas de nationalité américaine, je tiens à le préciser. Je dis au revoir, merci beaucoup, bravo Michel Sardou, oh, Michel Sardou. Dans quelques minutes, Claude François, c'est l'entracte. Et je descends et je vais pour me déshabiller. Et là, Paul Lederman me dit « Pourquoi tu vas te déshabiller? Pourquoi tu vas te changer? Reste, on ne sait jamais ce qui peut se passer. » Et je n'y vois pas malice. En plus, comme il ne m'a toujours pas payé, j'exécute avec promptitude ce qu'il me demande de faire, et donc je ne me change pas. Et je reste en costume, entre guillemets, de scène. Le tour commence avec Claude François, avec les effets lumière qui sont étourdissants. Les gamines au premier rang crient, hurlent, certaines tombent dans les pommes, etc. Claude fait son tour, pratiquement jusqu'au bout. Et traditionnellement, son tour se terminait par un pot-pourri de chansons. Tous ces grands tubes les uns après les autres. Ensuite, on le voyait de façon saccadée grâce à la lumière, sa chemise qui jetait, ensuite il revenait avec son peignoir qui jetait, tout le monde s'arrachait, déchirait le peignoir et la chemise. Il avait une chemise par soir de concert. Sauf que, avant la fin du pot-pourri, on dit maintenant medley, hein, avant la fin du medley, il s'écroule. Il s'écroule comme mort sur scène. Là, d'un seul coup, les filles se taisent, le public se tait, reste abasourdi, en disant qu'est-ce qui se passe? Et on voit d'un seul coup les pompiers, qui étaient de service, arriver, tenter de faire quelque chose, et Claude François ne bouge pas. Claude François est dans les pommes. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est dans le coma? Qu'est-ce qui se passe? Et là, Paul Lederman, je m'en souviens comme si c'était hier, me dit « Va leur dire que c'est fini ». J'ai dit là, alors là, je vais me faire, s'il y en a un qui va se faire jeter, au jour d'aujourd'hui, c'est bien moi. Et je monte sur scène, j'avais gardé mon costume de scène, et je vais expliquer qu'à cause de cet incident, en espérant que la vie de Claude n'est pas en danger, en espérant que très vite il va pouvoir se rétablir, que le spectacle, malheureusement, est terminé. Je me fais jeter, siffler, etc. Mais quand même, les gens se demandent ce qui se passe. Paul Lederman, astucieux, il a laissé aller pratiquement le spectacle jusqu'au bout, car ainsi, on n'avait pas à rembourser. Bien entendu. Donc le public a vu tout le spectacle, moins 2 minutes. Et puis, dès le lendemain, dès le soir même plutôt, la presse s'est déchaînée. Que se passe-t-il? Il va en clinique à Marseille, qui était la clinique... la résidence du Parc. Il va à la résidence du Parc à Marseille. Le lendemain matin, moi j'avais mon émission de radio, j'appelle Paul Lederman qui dit oui, il est très fatigué, etc. On ne sait pas si, on ne sait pas ça, ce qui va se passer. Le public retrouve un intérêt extrêmement fort pour Claude François. On le voit au journal télévisé avec la Caravelle 3 à Marignane, avec l'escalier de la Caravelle 3 à l'arrière de l'avion, le brancard qui monte, il repart, et puis ensuite, il va de mieux en mieux, le public est rassuré, et il revient à Marseille, et là je présente aussi Claude à Marseille, c'était Thierry qui était en américaine, c'était Thierry Leluron, et il arrive, il dit « Je suis tombé à Marseille, je me relève à Marseille ». Sauf que j'ai su, il y a 15 ans, 20 ans, que tout était monté. Et moi, je ne le savais pas. Je n'ai pas su pendant des années et des années. Peut-être allez-vous le découvrir aujourd'hui. Paul Lederman s'est dit, la carrière est un petit peu dans le creux de la vague. Qu'est-ce qu'on va pouvoir inventer pour que ça redémarre? Il a inventé la défaillance de Claude François. Il a semé l'inquiétude et le trouble chez les fans. Et ça a marché. Parce que je suis tombé, je me suis relevé à Marseille. Et à nouveau, il était numéro 1. Ah, voilà. Ce samedi 11 mars, j'étais à Marseille. Et on m'a téléphoné de Radio Monte-Carlo, de Monaco. On m'a dit, va vite au studio de Marseille, on fait une émission spéciale, Claude est mort. Oh, c'est pas possible, Claude, je l'avais vu quelques jours avant. Ce jour-là, on m'appelle, je vais vite à Radio Monte-Carlo Marseille, c'était au 41 Lacannebierre à l'époque, au 10e étage, et je prends l'antenne. Et je prends l'antenne et je raconte
je raconte Claude François, je raconte ce que j'ai vécu avec lui, on passe des disques et puis on est abasourdi. Hein. Je ne sais pas si aujourd'hui, si la mort d'un artiste pourrait provoquer autant d'émotions que l'émotion qu'il y avait ce jour-là lors de la mort de Claude François. Il était jeune, dans la force de l'âge, rien ne pouvait lui arriver, et pourtant l'insupportable s'est passé. Il a remis, dit-on, si c'est la vérité, mais je pense que c'est la vérité, une applique droite parce qu'il était perfectionniste à l'extrême et que sa perfection lui a coûté la vie. J'explique le phénomène Claude François par le fait qu'il est unique et que personne n'a pris la place ou n'a pris le créneau, si on voulait parler en termes marketing, de l'artiste en question, première chose. Deuxième chose, c'est qu'il était à l'avant-garde. C'est-à-dire, lorsque vous écoutez aujourd'hui Alexandrie, par exemple, Alexandra, l'orchestration, elle aurait pu être faite hier. Hein, c'est-à-dire que... Et la troisième chose, c'est qu'il a toujours 40 ans. Donc, ou 39 ans, puisqu'il est mort, il avait 39 ans. Et que, de toute façon, il était tellement en avance, il est éternellement jeune, et personne n'a pris sa place, donc il a toujours son public. Et il a à chaque fois même un nouveau public. Puisque moi je connais ma fille qui a 30 ans, bon elle a vu Claude bien entendu vers la fin, mais elle apprécie aujourd'hui. Les enfants, les petits-enfants, etc. Tout le monde aime Claude François parce que c'est une carrière qui pourrait aujourd'hui se tenir encore. Très difficile de dire quelle est ma chanson préférée, parce que moi, ce que j'aime chez l'homme, c'est la carrière. Hein. Mais je crois quand même que le téléphone pleure ou la chanson populaire sont deux des chansons qui restent à jamais gravées dans ma mémoire. La mort de Claude François, je pense que la plupart des Français, sauf les plus jeunes évidemment, s'en souviennent quasiment comme le premier pas sur la Lune ou comme la mort de Kennedy, quoi. Ce qui prouve l'incroyable présence que dans la vie des Français.